3 morts et 3 blessés graves dans l'Aube. Une prise d'otage a eu lieu à 11h ce matin. L'assaillant retranché dans un supermarché a été abattu. On fera un point sur la situation avec Ariane Cos. Bonjour, merci d'être avec nous sur Cluster News. La rédaction se mobilise évidemment sur cette prise d'otage dans l'Aube. Dans le reste de l'actualité, on reviendra sur les manifestations qui se sont déroulées hier. Notre envoyé spécial Neville Gagnepin y était, il nous en parlera en plateau. Et on reviendra sur l'affaire Nicolas Sarkozy, l'ancien chef de l'État, s'est exprimé hier soir aux 20h de TF1. Et du sport enfin de ce journal, avec notamment la victoire de Martin Fourcade qui remporte son 7e globe de Coupe du Monde. On commence par l'information de la journée, 3 morts et 3 blessés graves dans l'Aube. Après une prise d'otage dans un supermarché de Trèbes près de Carcassonne, l'homme a été abattu. Un point avec vous, Ariane Cos. Oui, William, le preneur d'otage a été tué par l'intervention du GIGN. Tout a commencé en fin de matinée. Un individu braque un automobiliste et abat le passager. Puis un groupe de CRS est visé par l'individu armé qui les suivait en voiture. Dans la foulée, ce même homme a pris en otage des clients et des employés dans un supermarché de Trèbes à 15 minutes de Carcassonne. Les forces de sécurité sont très vite intervenues et des clients du magasin ont pu être évacués. Donc, selon nos informations, vous l'avez dit, il y aurait 3 morts à déplorer et 3 blessés. L'identité de l'assaillant a été dévoilée. Il s'agit d'un homme de 26 ans. Son nom, Redouane Lagdim. Il est originaire du Maroc et est connu des services de renseignement. Donc, il avait demandé la libération de Salah Abdeslam, seul survivant du commando du 13 novembre 2015. Donc voilà ce qu'on sait pour le moment, en tout cas, William, de cet attentat. Très bien, et on vous tiendra informé évidemment de l'évolution de la situation. Dans le reste de l'actualité, aujourd'hui, Ariane, du nouveau dans l'affaire Sarkozy. Alors oui, maître Thierry Herzog, avocat de Nicolas Sarkozy, a annoncé qu'il comptait faire appel au contrôle judiciaire dont son ancien client fait l'objet. Mis en examen dans le cadre de l'affaire des soupçons du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007, Nicolas Sarkozy a notamment l'interdiction d'entrer en contact avec 9 protagonistes dans ce dossier. Il s'est défendu sur TF1 hier soir, dans un long entretien avec Jake Boulot. On va l'écouter tout de suite. Je pose une question devant les Français. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas la moindre preuve, le moindre document? Et il se trouve qu'on met un ancien président de la République, c'est la France, c'est la fonction qui est en cause, au même niveau qu'une bande d'assassins et d'escrocs condamnés pour cela. Monsieur Boulot, quand même, on est dans un état de droit, on ne peut pas se comporter comme ça. Voilà, alors William, est-ce que vous avez vu cette une ce matin ? Oui, bien sûr. Voilà, donc Libération publie une enquête qui révèle le quotidien des élèves du genre féminin de Saint-Cyr. Alors, harcèlement moral, intimidation, insultes, humiliation, marginalisation ou encore coups bas. Le sexisme est présent et érigé en système au sein des classes préparatoires militaires par un puissant groupe d'élèves nommé les Tradis. C'est une lettre rédigée avec rage et rancœur par Mathilde, 20 ans, envoyée à Emmanuel Macron qui tire la sonnette d'alarme. C'est une élève donc, de 2e année qui se sent persécutée par un groupe de garçons prêts à tout pour l'avoir abandonné un concours. Voilà donc un élément qui pose de nombreuses questions sur ce type d'école et qui fait de nombreux débats dans l'actualité aujourd'hui, car ce sont des choses dont on n'avait pas conscience avant. La SIDAction 2018 commence aujourd'hui et se termine dimanche. 600 000 personnes découvrent chaque année en France leur séropositivité. Contre ce virus, le moindre abandon est un danger. Rappelons un sondage IFOP Bilandi qui montre que les idées fausses sur le sida ont progressé ces dernières années chez les jeunes. Donc un défaut d'information qui a entraîné une augmentation des contaminations. William. Alors Ariane, on rappelle comment faire un don. Alors William, justement pour faire un don, vous pouvez appeler le 110, aller sur le site sidaction.org, envoyer un SMS au 92 110 ou encore vous pouvez envoyer un don par courrier. C'est très important. Merci beaucoup Ariane. Hier, première grosse journée de mobilisation sociale partout en France. À Paris, 2 manifestations ont convergé à Bastille, l'une des cheminots et une du service public. Neville Gagnepin, bonjour. Bonjour William. Alors vous avez suivi les cheminots qui étaient accompagnés d'un cortège étudiant.
Comment s'est passée cette manifestation ? Oui, en effet, alors manifestation plutôt bien suivie pour cette rentrée sociale. La plus grosse mobilisation sous l'ère Macron, plus que contre les ordonnances travail par exemple. 48 000 manifestants en tout dans la capitale selon les médias qui avaient mis un nouveau système de comptage en place pour trancher entre les chiffres des organisateurs et de la police, habituellement très éloignés. Moi, comme vous le disiez William, j'ai suivi le cortège des cheminots et ça a été compliqué. La manifestation était bien animée dès le début avec beaucoup de fumigènes et de pétards. Un cortège étudiant et lycéen qui manifestait contre la sélection à la fac s'est rapidement mis en tête de la manif. Sur la première moitié du trajet de Gare de l'Est à République, tout s'est plutôt bien passé. Donc Neville, si je comprends bien, une manifestation accompagnée de violences, d'affrontements entre les forces de l'ordre et le cortège de tête. Et oui William, c'est à partir de République que les choses se sont gâtées. Une première ligne d'une dizaine de CRS s'est barré une rue sans trop de raison apparente. Les manifestants du Black Bloc l'ont vu comme une provocation. Insultes et pavés ont alors fusé et les CRS se sont vite repliés. Mais dès le croisement suivant, c'est reparti. De gros affrontements, usage de gaz lacrymogène et de grenades assourdissantes de la part des CRS contre jet de projectiles de la part des manifestants. Des canons à eau sont ensuite intervenus pour venir en renfort des CRS. Et la tension n'est retombée qu'une fois arrivé à Bastille. Et je peux vous dire, William, que c'est difficile de suivre une manifestation et de filmer dans ces conditions. Je n'avais rien pris pour me protéger. Du coup, dès les premiers tirs de lacrymogène, je ne voyais plus rien. Sans casque et protection du visage, difficile de se rapprocher des affrontements. Dans le cortège de tête, il vaut mieux avoir au minimum un tissu pour se protéger le visage et des lunettes de chantier ou de piscine pour les yeux. Et donc la suite, Neville, c'est quoi ? La suite, c'est que la grève va continuer chez les cheminots à raison de 2 jours par semaine pour le moment. Et un nouvel appel à la mobilisation est d'ores et déjà lancé pour le 19 avril. Merci beaucoup, Neville. On passe à l'actualité internationale. Hier, le président des États-Unis, Donald Trump, a signé une série de sanctions contre la Chine. Aurore Felton. C'est depuis la Maison-Blanche que le président Donald Trump a signé hier un mémorandum ciblant l'agression économique de la Chine. Il évoque des mesures punitives contre des importations chinoises d'un montant pouvant atteindre 60 milliards de dollars. Le président américain souhaite ainsi mettre un terme à ce qu'il affirme être la concurrence déloyale de Pékin et le vol de propriété intellectuelle. I view them as a friend. I have tremendous respect for President Xi. We have a great relationship. They're helping us a lot in North Korea, and that's China. We have a tremendous intellectual property theft situation going on, which likewise is hundreds of billions of dollars. So we're going to get it taken care of. And frankly, it's going to make us a much stronger, much richer nation. The word is reciprocal. That's the word I want everyone to remember. En réponse, Pékin a dévoilé aujourd'hui une liste de droits de douane qu'elle pourrait imposer sur des importations de produits américains, représentant 3 milliards de dollars. La liste chinoise vise des produits tels que le vin, les fruits et la viande de porc. Ces droits de douane seront institués si Pékin ne parvient pas à une solution négociée avec les États-Unis. On reste à l'international. Donald Trump, toujours, Ariane, le président américain a annoncé sur Twitter le renvoi de son conseiller à la sécurité nationale, le général McMaster. Eh bien oui, William, il a également annoncé le nom de son remplaçant, John Bolton, partisan d'une ligne diplomatique dure. Donc en toute connaissance de cause, Donald Trump s'adjoint des services d'un faucon assumé, grand défenseur des guerres préventives. Donc ces positions maximalistes auraient pu contrarier une nomination à un poste pour lequel confirmation par le Sénat était requise, mais le poste de conseiller national, de conseiller à la sécurité nationale, et cependant ne relève que du bon plaisir du locataire de la Maison Blanche.
Direction le Brésil maintenant, donc 2 semaines de répit pour Lula, l'ex-président. Il a été condamné à plus de 12 ans de prison pour corruption et blanchiment d'argent en janvier. La Cour s'était réunie pour décider s'il devait aller ou non en prison avant que tous ses recours contre sa condamnation ne soient épuisés. Elle a décidé d'ajourner jusqu'au 4 avril ses débats sur l'ancien président. Leader de la gauche, Lula est le favori de la prochaine présidentielle qui aura lieu en octobre prochain. La justice électorale brésilienne tranchera donc en août, William, si Lula peut être éligible ou non. Un adieu au passeport européen pour les Anglais, Ariane. Eh bien oui, les Britanniques vont retrouver leur passeport bleu sombre qui est symbole de la reconquête de leur souveraineté. Et figurez-vous que c'est une entreprise française qui va probablement les produire. Donc, selon le quotidien conservateur The Telegraph, le spécialiste français de la sécurité numérique, Gemalto, serait sur le point de remporter l'appel d'offres lancé par le gouvernement britannique. Merci beaucoup, Ariane. On l'appelle le continent plastique, situé dans le nord-est de l'océan Pacifique et découvert en 1997, une surface d'environ 3,4 millions de kilomètres carrés de déchets plastiques. Aurore Felton. Le continent Pacifique fait 6 fois la superficie de la France. La décharge flottante du Pacifique contiendrait 80 000 tonnes de déchets et des milliards de morceaux de plastique. Une estimation 16 à ce qu'on imagine. Alors que 300 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année, une partie de ces sacs, bouteilles, emballages, filets de pêche abandonnés et microparticules dégradées s'agglutinent dans plusieurs zones des océans sous l'effet de tourbillons géants formés par les courants marins. Problème, cette gigantesque décharge menace animaux et écosystèmes. Confondus avec le plancton, ces détritus en décomposition sont ingérés par les mammifères, les tortues et les oiseaux et bouchent leur système digestif. Face à cette catastrophe écologique, Boyan Slat, fondateur de Ocean Cleanup, développe avec 75 ingénieurs un système de barrières flottantes destiné à attraper les plastiques. Quand il sera opérationnel, il espère vider 50% de la décharge du Pacifique en 5 ans. Je vous rappelle l'information principale de la journée, cette prise d'otage à Trèbes près de Carcassonne qui a fait au moins 3 morts et 3 blessés graves. A-t-on du nouveau, Ariane ? Eh bien oui, selon le parquet, le preneur d'otages s'est revendiqué de Daesh, mais l'État islamique revendique également cet attentat. Et attention, dernière information, William, donc la dernière personne qui se trouvait dans le supermarché accompagnée donc de l'assaillant était en fait un gendarme qui s'est fait passer pour un otage pour essayer de calmer la situation. Merci beaucoup, Ariane. J'imagine qu'on attend des déclarations du côté du gouvernement. Eh bien oui, tout à fait. D'ailleurs, Emmanuel Macron va parler tout à l'heure pour avoir plus d'informations. Très bien, mais on suivra ça. Bien manger pour pas cher, un casse-tête pour de nombreux étudiants. Heureusement, une toute nouvelle initiative débarque sur le campus Cluster. On retrouve Léa Scheffler en direct de la cafétéria. Bonjour William, eh bien oui, à part la cafétéria où je me trouve justement et puis peut-être les quelques restaurants aux alentours, il n'y a pas grand-chose ici pour que les étudiants puissent se restaurer à bas coût. Mais ça a changé depuis mercredi puisqu'un nouveau service vient de faire son apparition sur le campus. Je vous propose de regarder le reportage. Imaginez pouvoir commander un repas chaud fait maison à moins de 7 € et être livré en 10 minutes. Eh bien, plus besoin de rêver, Bim Bim Go l'a fait. Créée il y a 2 ans, cette start-up a fait le pari de nourrir les campus en moins de 10 minutes et à moindre coût. La plateforme Bim Bim Go propose chaque semaine 6 plats de saison avec au moins une option végétarienne et un burger pour les plus gourmands. Ils sont toujours accompagnés d'une boisson et d'un cookie. Lors de la commande, il suffit de sélectionner le campus Cluster et vous recevrez un texto dès que votre livreur est là. Nous avons rencontré Gabriel, un des fondateurs de Bim Bim Go. Pour lui, le point fort du service, c'est sa rapidité. Les 10 minutes de livraison, pour nous, c'est facteur premier. Et c'est ce qui est important parce que on arrive en France, la culture du déjeuner est très importante. Donc souvent les écoles ont 1h30. Mais il faut savoir que cette tendance est en train de baisser. Moi je sais que j'ai énormément travaillé dans différentes boîtes et rarement je dépassais les 30 ou 45 minutes de temps pour manger, dédié à manger. Donc pour nous le 10 minutes est très très important. C'est pour ça que tous nos cuisines sont à moins de 10 minutes des dépôts, donc des campus. On ouvre un campus, on ouvre une cuisine. Avec environ 400 repas par jour servis à la station F, la plateforme connaît un succès grandissant. En tout cas, ici, Gabriel est déjà victime de son succès.
Écoutez, ça donne envie d'essayer. Léa, vous êtes maintenant à l'extérieur du campus. Tout à fait, William. Je me suis déplacée pendant le reportage et regardez, derrière moi, il y a Gabriel que vous avez pu rencontrer justement pendant ce reportage. Donc il est là. Moi, personnellement, je vais vous dire, j'ai testé Bim Bim Go et en fait, j'ai bien aimé parce que ça propose des plats vraiment pas chers et autre chose que des sandwichs. C'est vrai que ça fait du bien, ça change un petit peu. Regardez, j'ai même téléchargé l'application sur mon smartphone. Si vous voulez faire de même, il vous suffit de chercher Bim Bim Go sur l'App Store ou le Google Play. Merci beaucoup, Léa. On passe au journal des sports de Michael Mavongo. Et on commence par du biathlon. Martin Fourcade, un peu plus dans la légende. Bonjour, Michael. Martin Fourcade n'a laissé aucune chance au suspense. Le Français s'est imposé jeudi lors du sprint des finales humaines en Russie pour remporter un 7e gros globe consécutif du général. Le Catalan s'octroie également le petit globe du sprint. C'est son 8e succès en Coupe du Monde cet hiver. Martin Fourcade est désormais le seul biathlète, hommes et femmes confondus, à totaliser 7 gros globes de cristal. Il est le seul au panthéon du biathlon devant Ole Einar Bjørndalen. Autre performance d'envergure, Martin Fourcade reste sur une série incroyable. Hors Jeux Olympiques, il est monté sur le podium des 19 épreuves individuelles auxquelles il a pris part. Oui, c'est une belle Coupe du Monde pour les Français. Simon Destieux a signé son premier podium en Coupe du Monde en terminant à la 3e place. Quentin Fillon-Maillet, lui, termine 6e et Antonin Guigona à la 11e place. Ils ont complété l'excellent tir groupé tricolore. Tous ont, comme Martin Fourcade, réalisé une faute face aux cibles. Du football maintenant, Michael. Oui, William, c'est la reprise pour les Bleus. L'équipe de France affronte à 21h la Colombie au Stade de France en match amical. Ce premier rendez-vous en 2018 est synonyme de test à 3 mois de la Coupe du Monde. Les Français auront fort à faire face aux coéquipiers de James Rodriguez et Radamel Falcao. Et est-ce qu'on a déjà des informations sur la composition probable de l'équipe de France ? Alors William, nous allons regarder ensemble cette composition de l'équipe de France. Didier Deschamps aurait décidé de faire des choix forts. Il devrait se passer de Paul Pogba et Laurent Koscielny au coup d'envoi. Samuel Umtiti et Blaise Matuidi leur seraient préférés. Le sélectionneur resterait donc a priori fidèle à son 4-4-2. Hugo Lloris gardera les buts. Sidibé et Digne défendront les couloirs. Kanté accompagnera Matuidi à la récupération. Lemar et Mbappé animeront les ailes et Griezmann épaulera sans surprise Olivier Giroud à la pointe de l'attaque. Bon, en tout cas, on croise les doigts pour nos Bleus. Un mot de tennis. Oui, William, le deuxième tour du tournoi du Master 1000 de Miami a lieu aujourd'hui. Et les Français devront batailler pour se qualifier au tour suivant. Richard Gasquet et Jérémy Chardy s'affronteront dans un duel franco-français. Benoît Paire est condamné à l'exploit face à l'ogre Novak Djokovic. Pierre Hugerbert, quant à lui, aura fort à faire face au finaliste malheureux du dernier Open d'Australie, Marin Cilic. Chez les filles, Kristina Mladenovic est la dernière représentante française. Elle sera opposée à la Croate Petra Martic. A noter que Serena Williams a été éliminée dès le premier tour par la japonaise Naomi Osaka. Le retour à la compétition est plus compliqué que prévu pour l'ancienne numéro 1 mondiale. Pour finir, William, un mot de Formule 1. Le championnat du monde reprendra dimanche à Melbourne en Australie. Lewis Hamilton a dominé aujourd'hui les essais libres 1 et 2 de la première manche du mondial. Mercedes part largement favori de ce championnat du monde. Donc, vous le voyez, ce premier Grand Prix de la saison qui rend hommage donc à Bernie Ecclestone, l'ancien patron de la F1. Merci Michael, merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt sur Cluster News. Bonne soirée à tous.